Amis de Terrasson, bonsoir. L'histoire que je vais vous raconter se passe par une nuit froide, glaciale même. De petits flocons volaient de temps à autre. Entre deux nuages, la pleine lune éclaire de sa lumière blafarde les coteaux. L'ombre des genièvres rabougries fait d'eux des géants qui s'étalent sur cette prairie givrée. Pas un bruit, tout est calme, à part peut-être l'aboiement lointain d'un chien de ferme. Pas une lumière non plus ne s'échappe de la plaine, pourtant si vivante la journée. Tapi dans un petit bosquet de chênes, un homme attend. À chaque respiration, des volutes de vapeur s'échappent de sa bouche. Il regarde sa montre, il est 10 heures. Autour de lui, il n'est pas seul. Ses compagnons sont là, impatients, anxieux même. Nous sommes dans la nuit du 17 au 18 février 1944. Soudain, un murmure se fait entendre, un murmure lointain. Serait-ce le fruit de leur imagination? Non, le murmure se fait grognement. Le voilà! D'un coup, les hommes surgissent du bois et s'étalent sur la plaine. Ils disposent des lampes. Ils sont prêts à recevoir leur parachutage. L'avion est tout proche. L'homme à la montre, le chef, sort sa lampe torche. Il fait quelques signaux. Un point, deux traits, un point. La lettre P en morse. L'avion le verra-t-il? Remontons quelques semaines avant, en janvier. Marcel Sellerier, membre influent des FTPF locaux, le Terrasson, est chez son ami, le bourrelier Prodel, avenue de la Gare à Terrasson. Ce dernier est depuis quelque temps devenu le trésorier de la résistance. Et il a deux personnes à présenter à Sellerier. Émile Raffi et son cousin Geneste. Geneste se prétend être un agent britannique. Il travaille pour les réseaux britanniques. Et lorsqu'il rencontre Sellerier, il lui fait une demande étrange. Pas moins que 8 uniformes allemands. La demande est jugée difficile pour les terrassonnais. Ainsi, on en réfère au chef départemental. Ce dernier va procurer les uniformes vert de gris, mais en échange de 8 mitraillettes. La chose est conclue rapidement. On emprunte une auto, l'auto du docteur Dox de Terrasson, et on va convoyer ces uniformes. Dans l'équipage, on va retrouver, bien sûr, Sellerier, Georges Delors, Gaston Sarnel et Pierre Goumou. Tous les quatre s'en vont donc rejoindre la petite localité de Salon-la-Tour, en Corrèze, où Geneste les attend. Mais quelle n'est pas leur surprise en arrivant? Au lieu de se débarrasser des uniformes, on leur propose, on leur demande de prendre en charge 8 pilotes alliés dont l'avion a été abattu quelque part au nord et dont leur présence dans le secteur commence à être ébruitée. Les 7 Américains et un Anglais sont donc ramenés dans le Terrassonnais et cachés dans les coins, notamment dans une ferme à La Motte, sur la commune de Borgard. Et puis rapidement, au bout d'une dizaine de jours, ces pilotes alliés sont pris en charge par un réseau d'évasion par l'Espagne. Satisfaits de la mission confiée aux Terrassonnais, les Alliés décident de les remercier en leur envoyant ce qui fait cruellement défaut, les armes. Le rendez-vous est pris avec Georges Delors et Pierre Daunois, tous les deux chefs locaux de l'armée secrète. Une réunion est décidée le 4 février et les Anglais vont dépêcher un de leurs meilleurs agents sur place. Daunois, le docteur Daunois, qui est au Lardin, a toutes les difficultés à rallier Terrasson. Un accident de moto, il arrive le visage ensanglanté, et quelle n'est pas sa surprise de découvrir avec son ami Delors, non pas un gorille ou un James Bond tel qu'on aurait pu l'imaginer, mais une frêle jeune femme, Jacqueline Nern. Elle est l'agent de liaison du major Maurice Southgate, chef de la mission Stationir en France, notamment dans le sud-ouest et le centre du pays. Les réseaux développés par le SOE, le Special Operations Executive, vont avoir un rôle crucial dans la libération du pays. 2 terrains de parachutage sont choisis. Le premier, au Puck, au Lardin, dans une ferme occupée par un Polonais, un réfugié polonais du nom de Bolba, et le second, à Terrasson, au sud de la ville, au four à chaud. On va même définir 2 phrases code. La première, ma cravate est verte,
pour le lardin, et mes chaussettes sont trouées pour Terrasson. Ces deux phrases, qui peuvent paraître complètement anodines, même n'avoir ni queue ni tête, vont être lancées sur les ondes de la BBC, dans les fameux messages personnels de l'émission « Les Français parlent au français ». Ce sera le code pour signaler le parachutage. Jacqueline Lerne, elle, repart et va apporter la demande à son supérieur. Et puis, on va transmettre cette demande en Angleterre, via un poste émetteur clandestin, caché dans un quelconque recoin du Limousin. En attendant le parachutage, qui surviendra rapidement, et surtout par une nuit de pleine lune. Oui, la pleine lune. Parce que les pilotes anglais ne peuvent pas venir en France sans l'éclairage naturel de la Lune. Cela leur sert de repère, à une époque où toute la navigation aérienne de nuit se fait à vue, avec des repères au sol, les rivières, les voies ferrées, les forêts, les villes, etc. En attendant donc ce parachutage, les services britanniques vont envoyer 2 de leurs agents en terrassonner. Le premier, Henri Audouard, sera chargé de l'instruction des armes et du matériel. Et le second, Jacques Dufour, un jeune corrigien intrépide dont nous aurons l'occasion de reparler dans une prochaine intervention. Les jours passent. Le docteur Daunois vadrouille un peu partout dans le secteur, notamment à Colly, à la recherche d'une nouvelle cachette pour son maquis qui vient de se constituer et qui est actuellement caché dans la forêt à Marcoing. Il est en moto, il se promène, il cherche son maquis. Un soir qu'il rentre, la nuit est tombée, il va malencontreusement heurter un garde mobile qui est en planque dans une haie devant chez lui. Le gendarme n'est pas très conciliant et le docteur a toutes les peines du monde à lui expliquer qu'il est docteur. Surtout que la moto qu'il possède vient juste d'être peinte et on a malencontreusement oublié de remonter les numéros d'immatriculation. Bref, le pauvre docteur a toutes les difficultés à se faire entendre. Finalement, il est conduit au PC du commandant des gendarmes qui se situe à l'hôtel Sauté au Lardin. L'officier est quand même assez amusé par la situation. Il l'était un petit peu moins quelques heures plus tôt, alors que ces hommes, postés sur un barrage, tentaient d'intercepter Hercule et ses gars. Ils ont été grenadés, on a évité de justesse le carnage. L'officier va finalement décider de relâcher le docteur, de lui restituer sa moto, et pour se faire en quelque sorte pardonner, il l'invite à dîner le lendemain soir. Le lendemain soir, justement, les 2 messages sont lancés sur les ondes de la BBC. Mais malheur, le pauvre docteur Daunois est coincé. Alors il va monter un stratagème avec son comparse de Terrasson. Alors qu'il dîne, le soir même, avec l'officier de gendarmerie, le téléphone sonne à l'hôtel. C'est la vieille mère de Delors qui a fait une mauvaise chute, et cela nécessite la présence du médecin. Ni une ni deux, le chef des gardes mobiles fait un laissez-passer en bonne et due forme au docteur, qui fonce à Terrasson finir les préparatifs du parachutage. Il est 21h. Daunois récupère son équipement de signalisation et il repart au Lardin attendre son parachutage. Malheureusement, le Halifax se présente déjà. Daunois et ses hommes ont beau faire tenter quelques signaux, rien n'y fait. L'avion tourne, puis disparaît dans la nuit. À Terrasson, cela se passe un peu mieux, parce qu'on a réussi à monter un véritable système de signalisation grâce à un électricien de la ville, M. Dachier. Les 2 bombardiers se présentent donc, comme prévu, au-dessus du terrain d'aviation. Et quelle n'est pas l'immense joie des résistants au sol de voir se développer dans le ciel les voilures des parachutes. Les 2 quadrimoteurs vont larguer un certain nombre de containers qui vont faire le bonheur de nos soldats. Et dans ces containers, on va retrouver des mitraillettes Sten, des fusils Enfield, des fusils mitrailleurs Bren, un bazooka même. Et pour compléter le tout, on va retrouver une grosse quantité d'explosifs, des munitions, des grenades, des mines, des médicaments, des uniformes. Tout cela servira à la libération du secteur, du pays. Mais ça, c'est une autre histoire.